Pour comprendre cette bataille, il faut entrer dans l'intimité du baht, la monnaie que les Thaïlandais utilisent aussi bien pour échanger des légumes dans la rue que des produits d'exportation avec l'étranger. Depuis plus de 10 ans, le baht vivait un mariage de raison avec le dollar américain. Pour le meilleur et pour le pire, le baht était accroché à la valeur du dollar et suivait fidèlement ses variations. Pendant longtemps, le mariage fut heureux. Un dollar et un baht peu cher permettaient à la Thaïlande de vendre plus à l'étranger. Mais en 1995, ces bonnes relations s'envenimèrent. En 1995, le dollar était la plus faible des grandes devises du monde. Et c'est devenu la monnaie la plus forte en un an et demi. Le dollar s'envola et tira le baht derrière lui. Tout ce que la Thaïlande vendait à l'étranger devint soudain plus cher. Le premier symptôme visible a été la diminution des exportations thaïlandaises. Un baht trop fort affaiblissait donc la Thaïlande. Quand allait-on décider de le dévaluer en rompant le lien qui l'attachait au dollar? À New York, une nouvelle catégorie de spéculateurs se passionnait maintenant pour cette question. Si un pays a fixé sa monnaie à une autre, et s'il ne l'autorise pas à fluctuer, une rupture de cette parité peut vraiment générer des profits considérables. À cette époque, Todd Buckles travaillait pour un fonds d'investissement particulier. Un macro-hedge fund capable de parier sur la chute d'une monnaie et d'en profiter. Son patron, le financier Julian Robertson, a donné à ce fonds le nom d'un prédateur, Tiger. Le tigre n'attendait alors qu'un signe pour attaquer le baht. Ce signe fut donné par le gouvernement thaï lui-même. Quand un gouvernement annonce qu'il ne va pas dévaluer sa monnaie, les gens qui n'avaient jamais pensé à cette éventualité commencent à se dire « Si les autorités se sentent obligées de faire une déclaration, c'est qu'il doit y avoir une controverse sur la question. Et s'il y a une controverse, c'est sans doute le bon moment pour prendre une position. » Prendre une position, c'est-à-dire lancer une attaque spéculative sur le lien baht-dollar pour le rompre. Une attaque massive a eu lieu au mois de mai, à la fois sur les marchés asiatiques et sur le marché new-yorkais. Pendant 3 jours, le baht est la cible des spéculateurs. Ces hommes connaissent une façon simple de s'enrichir au moyen d'une monnaie qui baisse. Un petit tour de passe-passe en 2 temps et 3 mouvements. Premièrement, repérer une monnaie trop chère, le baht par exemple. Puis vendre ces bahts en solde, un peu moins cher qu'à leur cours actuel, mais avec un délai de livraison de 3 mois. Alléchés par ce petit rabais, des acheteurs paient les bahts à ce prix et attendent la livraison. Au bout des 3 mois, le spéculateur achète des bahts sur le marché pour les livrer à son client. Si pendant ces 3 mois, la monnaie s'est effondrée, le spéculateur achète des bahts moins chers que le prix auquel il les livre. Il encaisse la différence. Si vous vendiez des bahts, vous pouviez probablement les racheter plus tard à 10 ou 30% de moins, ce qui voudrait dire un profit de 10 à 30%. C'est ce qu'on appelle un beau retour sur investissement sans trop de risques. Une tempête spéculative, ce sont des hommes qui, à 12 000 km de Bangkok, vendent des milliards de bahts. Une manière efficace d'aider le cours de la monnaie thaïlandaise à plonger. Ces gars spéculaient sur le fait que la Banque de Thaïlande n'arriverait pas à maintenir un baht fort et qu'il allait sans doute chuter. Et ils pensaient forcer la Banque de Thaïlande à dévaluer le baht en vendant massivement. Le défenseur officiel du baht est la Banque centrale de Thaïlande. C'est elle qui protège sa valeur. 25 bahts égale 1 dollar. Pendant 3 jours et 3 nuits, une poignée de fonctionnaires se battent désespérément, seuls et à huis clos, pour défendre cette équation. Pendant ces 3 jours, la pression exercée sur la Banque de Thaïlande était énorme. Tout le monde travaillait 24 heures sur 24.
parce qu'à cette période, le marché était global. Et les attaques venaient de différentes parties du globe. Certaines personnes étaient au bord de la crise de nerfs à cause de la pression. Ces 3 ou 4 jours ont été les plus intenses qu'on ait jamais vécus en Thaïlande. Pour défendre sa monnaie, la Banque centrale du pays dispose d'une arme majeure. Une réserve de près de 40 milliards de dollars qu'elle utilise pour racheter les bahts vendus par les spéculateurs. Ainsi, plus les spéculateurs se déchaînent et plus la Banque de Thaïlande perd ses réserves. Le dernier jour, l'attaque était si agressive qu'on a perdu 10 milliards de dollars. C'est sans aucun doute un record pour la Thaïlande, et peut-être même pour le monde entier. Les Britanniques sont les seuls à nous avoir surpassés ou égalés en 1991. En une nuit, la Banque de Thaïlande a dilapidé une grosse partie de ses réserves pour la défense du baht. Mais les assaillants n'obtiennent pas encore la chute de la monnaie thaï et les attaques continuent. C'était une situation où tout le monde était en état d'alerte. On surveillait l'évolution économique du pays comme on suit un patient en soins intensifs à l'hôpital. On vérifie sa tension, on surveille son taux d'oxygène, son taux de glycémie. On surveille tout. C'était le cas de la Thaïlande en 1997. Et aucun d'entre nous n'était médecin, bien sûr, mais nous cherchions à déceler les signes qui nous indiqueraient si le patient allait survivre ou pas aux différents troubles qui l'affectaient. Ces étranges docteurs attaquent cette fois un patient qui résiste. La Thaïlande répond coup pour coup aux spéculateurs. Après 3 jours de tempête, les spéculateurs baissent les bras. Le baht et la Banque de Thaïlande ont tenu bon. Le 16 mai, les fonctionnaires de la Banque de Thaïlande ont fait la fête. Le ministre des Finances leur a envoyé 1 ou 2 bouteilles de champagne pour qu'ils célèbrent cette grande victoire et pour les remercier d'avoir triomphé des spéculateurs étrangers. Les Thaïs célèbrent leur victoire. Pourtant, presque toutes les réserves ont été vendues en secret pour la défense du baht. La Thaïlande semblait avoir gagné une bataille. Elle allait en fait perdre la guerre. Mais les apparences étaient sauves et l'illusion soigneusement entretenue. Selon moi, c'est ce grave problème qui a fait passer l'économie d'un état de grande faiblesse à un état de crise. En pleine bataille monétaire, la Banque de Thaïlande se battait sur un deuxième front. Le système financier du pays se fissurait de toutes parts. Pin Chakapak voyait vaciller l'empire financier qu'il avait élevé si vite à la faveur du boom économique et qui semblait inébranlable. Un article de presse disait que l'une de nos principales filiales n'était pas en mesure de satisfaire un client qui voulait retirer son argent. Et ce client important voulait 80 millions de dollars. Finance One ne pouvait plus rembourser les dépôts de ses clients. Que s'était-il passé pour que cette annonce provoque une panique immédiate? Ils ont tout simplement perdu la confiance générale. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris. Les gens faisaient la queue dans la rue pour retirer leur argent. C'était une période agitée. Pas autant que ce qui allait suivre, mais il y avait une grande tension. Et d'ailleurs, je ne dormais plus. Des rumeurs ont commencé à circuler, confirmées par des officiels qui veulent rester anonymes.
Ces rumeurs affirmaient que des institutions financières, en particulier Finance One, recevaient le soutien de la Banque de Thaïlande. Chaque soir, en effet, Pin appelait la Banque de Thaïlande à l'aide pour pouvoir payer les retraits de ses clients. À ce moment précis, on se sentait comme un orphelin qui demande l'aumône à la Banque centrale. Parfois, il me faisait attendre jusqu'à 8 ou 9 heures du soir. Ou bien il me disait « Allez vous coucher, nous vous appellerons demain matin ». Ça voulait dire que le lendemain matin, il faudrait sans doute dire aux déposants « À propos, les caisses sont vides ». Finance One n'était pas un cas isolé. Pour renflouer le système financier, l'État dépensa au total plus de 25 milliards de dollars. À la fin, il n'y avait plus de déposants. Le gouvernement les avait tous remplacés. Il était devenu le seul déposant à la place du public. Mais cela ne suffit pas à sauver Finance One. Le 28 juin 1997, la Banque centrale ferma les portes de 16 compagnies financières, dont celle de Finance One. Après ne pas avoir dormi pendant 6 mois, on est pour ainsi dire anesthésié. On ne ressent plus rien. On reste là par conscience professionnelle, en cas de besoin. Mais on est comme mort. Un système financier en faillite, une monnaie au bord de la dévaluation, c'en était trop pour les Thaïlandais. De peur d'avoir dans la poche une monnaie dévaluée, ils se mirent à convertir massivement leurs bahts en dollars. Ils prirent ainsi le relais des spéculateurs étrangers et précipitèrent le cours de l'histoire. Fin juin 1997, un homme écourta ses vacances à Hong Kong et rentra précipitamment à Bangkok. Tanong Bidaya venait d'être nommé au poste le plus exposé de Thaïlande, ministre des Finances. J'ai dû prendre un vol le matin pour rentrer en Thaïlande. Je suis arrivé le vendredi soir. L'homme qu'il remplaçait au ministère des Finances, Am Nue, était épuisé par des mois de lutte contre les spéculateurs. Une lutte qui avait vidé les réserves de dollars du pays. Je suis allé le voir le dimanche. Il m'a dit que je ferais bien de regarder la situation de la monnaie aussi vite que possible. Il m'a donné